Introduction à l'Ahnenerbe. L'Ahnenerbe est une institution allemande créée au cours des années 30. Son nom signifie littéralement « héritage ancestral ». Cette organisation relève d'un mélange complexe de recherche scientifique et d'analyse de traditions occultes. Elle s'est développée dans un contexte historique particulièrement chargé, au moment où l'Allemagne cherchait à réaffirmer son identité après la Première Guerre mondiale. L'idée fondatrice de l'Ahnenerbe était d'explorer les origines supposées du peuple germanique, en s'appuyant sur des disciplines variées telles que l'archéologie, l'anthropologie ou le folklore. Ses promoteurs souhaitaient ainsi établir une continuité entre les anciens peuples européens et la population allemande contemporaine. Créée officiellement en 1937, l'Ahnenerbe s'inscrit dans une période marquée par des ambitions nationalistes renouvelées. Ses fondateurs, des chercheurs souvent issus des milieux universitaires et politiques, cherchaient à justifier leurs idées à travers des découvertes supposées scientifiques. Le docteur Heinrich Himmler, chef de la police allemande et futur architecte de la SS, fut l'un des principaux soutiens de cette institution. Il voyait en elle un moyen d'instrumentaliser le savoir historique pour renforcer le prestige du régime nazi. L'organisation se caractérisait par une double logique. D'une part, elle menait des recherches sérieuses dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire naturelle. D'autre part, elle s'intéressait à des pratiques et croyances qualifiées aujourd'hui d'occultes ou ésotériques. Cette combinaison singulière illustre le contexte idéologique de l'époque, où la science cohabitait souvent avec des mythes largement répandus. L'Ahnenerbe a par exemple financé des expéditions en Scandinavie et en Asie pour rechercher des traces d'une civilisation ancestrale prétendument supérieure. Les membres de cette organisation composaient un groupe diversifié. On y trouvait des historiens, des ethnologues, des médecins, mais également des occultistes et des spécialistes des traditions mystiques. Leur travail se traduisait par la collecte de données sur les cultures anciennes, l'étude de symboles présumés magiques, ainsi que des analyses de squelettes et d'artefacts. Cette pluralité disciplinaire reflète la volonté de couvrir un large spectre d'investigation, afin de tisser une narration cohérente autour des origines du peuple allemand. La dimension politique ne peut être dissociée de celle scientifique. L'Ahnenerbe fonctionnait en grande partie sous l'égide d'institutions nazies, son financement et ses membres étant étroitement liés au régime en place. Le but idéologique principal était d'établir une légitimité historique aux politiques raciales et expansionnistes adoptées par le pouvoir. Le récit promu par l'organisation mettait en avant des lignées prétendument pures, enracinées dans des territoires ancestraux, ce qui justifiait par extension les actions politiques menées à cette époque. En même temps, plusieurs travaux menés par l'Ahnenerbe ont réellement contribué au savoir dans certains domaines. Les fouilles archéologiques, par exemple, ont livré des informations précieuses sur les cultures germaniques anciennes. Certains chercheurs extérieurs et contemporains reconnaissent que malgré la propagande, une part des recherches avait une valeur scientifique objective. Néanmoins, cette ambivalence entre science et idéologie rend difficile une évaluation neutre de l'ensemble des activités de l'institution. L'occultisme, très présent dans la vision de certains membres, accompagne une quête visant à retrouver un pouvoir supérieur lié aux origines ancestrales. La fascination pour les symboles, les rites et les croyances mystiques est manifeste dans plusieurs aspects du travail de l'Ahnenerbe. Cet intérêt rejoint une tendance plus large dans l'Europe des années 20 et 30. En effet, plusieurs groupes et personnalités s'intéressaient au paranormal, à la magie ou à des savoirs cachés issus d'époques lointaines. Cette atmosphère culturelle a favorisé la création d'un cadre intellectuel où science et ésotérisme se mêlaient. Pour comprendre l'émergence de l'Ahnenerbe, il convient aussi de considérer le climat social et économique de la République de Weimar. La crise mondiale et les tensions internes ont alimenté un désir de renouveau et de fierté nationale.
Les discours autour des racines et de la pureté ethnique trouvaient un écho auprès d'une population en quête de repères. C'est dans ce contexte que les travaux de Ahnenerbe prenaient place, cherchant à redonner un sens historique au présent. L'organisation incarnait ainsi une réponse intellectuelle à des angoisses collectives. La diversité des projets menés est notable. Au-delà des expéditions déjà mentionnées, Ahnenerbe s'intéressa à l'étude des langues anciennes, au dépouillement de documents historiques rares, ainsi qu'à l'exploration des mythologies populaires. Cette approche multidimensionnelle reflète une volonté d'élargir le champ du savoir, en intégrant des sources variées. Par exemple, des chercheurs tentèrent de relier les légendes nordiques aux sociétés contemporaines, dans l'espoir de déceler des continuités persistantes. Ce travail s'inscrivait dans une perspective de construction identitaire. Ahnenerbe fut également un acteur majeur dans le développement des sciences raciales. Cette branche prétendait évaluer les différences entre groupes humains à partir d'analyses biologiques. Ces recherches, certes fondées sur des méthodes prétendument rigoureuses, servaient surtout à légitimer des politiques discriminatoires. Cette interconnexion entre science et idéologie raciale reflète un des aspects les plus controversés de l'institution. Malgré cela, certains travaux anthropologiques ont eu un impact durable, alimentant des débats scientifiques longtemps après la disparition de Ahnenerbe. À travers ces différentes activités, l'organisation se transforma en un outil politique au service du régime nazi. Ces archives, parfois perdues ou détruites à la fin de la Seconde Guerre mondiale, témoignent d'une volonté systématique de manipuler l'histoire. De nombreux documents montrent l'intérêt porté à des objets ou lieux considérés comme mystiques, censés renforcer les mythes nationaux. Ce contexte souligne la nature ambivalente de l'Ahnenerbe, tiraillée entre recherche légitime et propagande. Le parcours de certains chercheurs de l'Ahnenerbe illustre aussi les tensions internes. Certains scientifiques avaient un réel scepticisme vis-à-vis des hypothèses occultes. D'autres, au contraire, embrassaient pleinement ces croyances, convaincus que le savoir caché pouvait influencer le destin d'une nation. Cette dissension souligne que l'Ahnenerbe ne constitue pas un bloc monolithique, mais un ensemble hétérogène, où se côtoient convictions diverses. Cette complexité explique en partie la persistance du mystère entourant ces activités. De même, l'étude des expéditions menées par l'Ahnenerbe révèle des intentions multiples. Parfois purement scientifiques, elles visaient parfois à collecter des preuves, confirmant les thèses idéologiques. Par exemple, une mission en Tibet cherchait à trouver des liens prétendus entre les anciens Aryens et certaines populations asiatiques. Ces recherches s'inscrivent dans un cadre plus large d'exploration des origines ethniques, qui donnera lieu à des interprétations souvent contestées. Ce mélange entre curiosité et instrumentalisation caractérise bien la démarche de l'Ahnenerbe. Cette institution joue un rôle important dans la compréhension des interactions entre science et idéologie au XXe siècle. Son histoire permet d'étudier comment des savoirs académiques peuvent être mobilisés à des fins politiques. Elle offre également une illustration de la manière dont des croyances non scientifiques peuvent influencer des projets d'envergure. Examiner l'Ahnenerbe, c'est donc explorer une période où la quête du savoir cohabitait avec des ambitions pouvant avoir des conséquences dramatiques. À l'issue de ce panorama, il reste essentiel de garder une approche factuelle. L'organisation ne se réduit pas à une simple manipulation ou à un phénomène occultiste unique. Sa complexité réside dans le flot d'informations, d'objectifs et de méthodes variées. Elle matérialise un moment particulier de l'histoire allemande, où le besoin de repères s'est conjugué à une vision du monde mêlant passé réel et imaginaire. C'est en considérant cet équilibre fragile que l'analyse de l'Ahnenerbe peut être approfondie. L'exploration détaillée des origines, des acteurs et des objectifs de cette institution prépare mieux à comprendre son impact ultérieur.
Elle sert également de point de départ pour aborder les thèmes suivants, concernant notamment les expéditions spécifiques, les découvertes effectuées et les conséquences historiques. Cette introduction calme et posée s'efface doucement pour ouvrir la porte à une étude plus approfondie des différentes facettes de la Nénerbe dans les chapitres suivants. Origines et fondations de la Nénerbe. L'histoire de la Nénerbe commence dans un contexte politique tendu et idéologiquement chargé. À la fin des années 20 et au début des années 30, l'Allemagne traverse une période de crise profonde, marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale et les conséquences économiques du traité de Versailles. C'est dans ce climat que le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, gagne en popularité, promettant de restaurer la grandeur allemande. Parmi les figures clés de cette montée figure Heinrich Himmler, un homme profondément convaincu de la supériorité raciale et de la puissance mystique des origines germaniques. Himmler, en devenant chef des SS, cherche à asseoir son autorité non seulement par la force, mais aussi par le contrôle idéologique et scientifique de l'histoire allemande. C'est sous son impulsion que l'idée de l'Ahnenerbe prend forme, une organisation destinée à découvrir et à promouvoir les racines ancestrales de la race aryenne. Fondée en 1937, cette institution se présente comme une société savante, mêlant recherche archéologique, anthropologique et ethnologique, tout en s'inscrivant dans une perspective politique très précise. L'Ahnenerbe est officiellement baptisée Institut pour l'héritage ancestral germanique, traduisant son ambition de consolider le récit historique favorable au régime nazi. Très vite, l'organisation pose ses premières missions. Étudier les vestiges archéologiques, collecter des artefacts et analyser des textes anciens susceptibles de confirmer la supériorité et la pureté supposée de la race germanique. La recherche scientifique devient alors un outil au service de l'idéologie nationale socialiste. Himmler entend ainsi légitimer scientifiquement les mythes qui nourrissent le parti, rendant la doctrine nazie inattaquable et même sacrée aux yeux de ses partisans. L'impact politique de l'Ahnenerbe se mesure notamment par ses liens étroits avec le parti nazi et les clubs d'intellectuels proches du régime. L'organisation bénéficie de financements substantiels, permettant l'envoi d'équipes d'experts en expédition à travers l'Europe et même au-delà. Ces voyages ont plusieurs objectifs. Confirmer l'existence ancestrale d'une civilisation nordique ancienne, identifier des artefacts mystiques susceptibles d'expliquer la force des Aryens et par-dessus tout, rechercher des indices permettant de justifier la domination raciale que proclame Hitler. Les premières campagnes de fouilles sont menées en Scandinavie et dans des régions perçues comme des berceaux supposés des peuples germaniques. Par exemple, des chercheurs entreprennent des explorations en Norvège et en Islande, examinant les sagas et les runes pour y dénicher des preuves historiques ou mythologiques à leur cause. Par ailleurs, l'Ahnenerbe ne se limite pas aux travaux archéologiques. L'organisation organise également des études anthropologiques mesurant les traits physiques des populations pour élaborer des classifications raciales. Ces mesures pseudo-scientifiques contribuent à justifier les discriminations et persécutions qui allaient bientôt être mises en œuvre. Il est important de comprendre que cette activité à la frontière entre science et occultisme reflète une époque où les limites entre ces domaines étaient souvent floues, surtout dans un climat politique aussi extrémiste. Heinrich Himmler lui-même manifeste un intérêt marqué pour l'occultisme, cherchant à intégrer des rites et croyances anciennes dans la mythologie nazie. Il soutient donc l'Ahnenerbe dans ses recherches prétendument scientifiques, mais souvent teintées de mysticisme, ce qui confère à l'organisation une image aussi fascinante qu'inquiétante. Les membres de l'Ahnenerbe comprennent des savants, des archéologues, des anthropologues ainsi que des occultistes, ce qui souligne la diversité et la complexité des approches employées pour servir l'idéologie nazie. Cette alliance ambiguë entre recherche historique et croyances ésotériques
influe sur la manière dont les découvertes sont interprétées et présentées. Par ailleurs, l'Ahnenerbe joue un rôle important dans la propagande nazie. Ces découvertes, qu'elles soient totalement validées ou non, sont mises en avant pour galvaniser les masses et renforcer l'idée d'une destinée raciale exceptionnelle. Ainsi, cette organisation représente une intersection unique entre science, politique et mysticisme, illustrant comment le savoir peut être instrumentalisé. En s'appuyant sur des résultats scientifiques parfois contestables, l'Ahnenerbe aide à construire un récit nationaliste qui légitime les actions radicales du régime à venir. Le rayonnement international de l'Ahnenerbe se manifeste également par ses collaborations avec des chercheurs et institutions dans d'autres pays, ce qui lui donne une certaine légitimité académique malgré la nature idéologique de ses recherches. Cela contribue à masquer temporairement les véritables objectifs politiques et occultes sous-jacents. La fondation de l'Ahnenerbe marque ainsi une étape clé dans la transformation de la science en une arme idéologique. À travers cette institution, l'histoire, la culture et la nature sont redéfinies pour servir un projet politique totalitaire. Heinrich Himmler, en orchestrant ce mélange de savoir et de croyance, crée un outil puissant destiné à consolider son pouvoir et à justifier l'expansionnisme nazi. Ce contexte initial prépare le terrain pour les aventures plus obscures que cette organisation entreprendra, mêlant exploration lointaine, manipulation intellectuelle et actes qui marqueront profondément l'histoire du XXe siècle. Les recherches entamées sous l'impulsion de l'Ahnenerbe se déploient bientôt dans des directions autant scientifiques que mystiques, ouvrant ainsi la voie à des opérations plus controversées que nous explorerons dans le chapitre suivant. Liaison entre science et occultisme dans le Troisième Reich. Bienvenue dans cette exploration paisible des liens complexes entre science et occultisme, telle qu'elle s'est manifestée au sein de l'Ahnenerbe, société scientifique créée en 1936 sous l'égide du Troisième Reich. Fondée principalement par Heinrich Himmler, cette institution avait pour but d'étudier l'histoire ancienne et les origines du peuple allemand. Sous ce prisme, s'entremêlaient investigations rigoureuses et croyances ésotériques qui, bien que souvent opposées dans la pensée occidentale, coexistaient ici dans un contexte particulier. L'Ahnenerbe se présentait comme un organisme scientifique officiel, bénéficiant d'un financement étatique important, et réunissait des chercheurs issus de diverses disciplines, comme l'anthropologie, l'archéologie, la linguistique et la médecine. Toutefois, l'intérêt porté à certains phénomènes occultes découlait des convictions personnelles de ses membres influencés par une quête de légitimité mythique et raciale. Cette ambition nourrissait une recherche qui dépassait la simple collecte de données empiriques, mêlant théorie et spéculation symbolique. Par exemple, les chercheurs de l'Institut s'intéressaient à l'étude des runes. Ces signes anciens considérés non seulement comme un système d'écriture, mais aussi comme des porteurs d'énergie mystique. Cette hypothèse reposait sur des conceptions ésotériques préexistantes dans certains cercles occultes en Europe, notamment parmi les mouvements völkisch qui cherchaient à réhabiliter des traditions ancestrales considérées comme authentiquement germaniques. En conséquence, les expériences menées embrassaient un mélange de méthodes scientifiques avec une interprétation spirituelle des résultats. L'influence de figures telles que Karl Maria Willigut, surnommé Himmlers Rasputin, fut notable. Ancien officier de l'armée impériale, Willigut affirmait posséder des connaissances secrètes relatives aux origines de la race aryenne, fondées sur des révélations ésotériques familiales. Son rôle au sein de l'Ahnenerbe variait entre conseiller et consultant occulte et impacta l'orientation de certaines recherches vers des mythologies d'une profondeur allégorique. Cette coexistence entre le rationnel et l'irrationnel amenait une dynamique ambivalente au sein de l'organisation. Il importe de noter que la science promue par l'Ahnenerbe suivait pourtant souvent les standards méthodologiques en vigueur.
avec des fouilles archéologiques systématiques, des analyses physiologiques et des publications scientifiques. Toutefois, la finalité politique orientait fréquemment la sélection et l'interprétation des données. La recherche n'était pas un simple exercice universitaire, mais un moyen de légitimer des idéologies raciales et culturelles, où la dimension occulte contribuait à renforcer cette légitimation en enracinant le discours dans des traditions supposées ancestrales. Certains projets menés par Lahnenerbe illustrent efficacement cette fusion. Des expéditions en Tibet visaient à découvrir des preuves archéologiques de la civilisation aryenne antique, mais elles s'accompagnaient également de recherches spirituelles sur le pouvoir intérieur et la connaissance ésotérique. Cette double approche, scientifique et occulte, engendrait des résultats parfois ambigus, mais toujours présentés comme complémentaires. Les chercheurs impliqués, animés par des convictions diverses, croyaient sincèrement que leurs travaux dévoilaient des vérités cachées liées à la destinée du peuple allemand. Il est crucial de comprendre que cette organisation n'était pas homogène. Se côtoyaient des scientifiques stricts, attachés à l'observation empirique, et des disciples d'acquis ésotériques, convaincus que certaines vérités ne pouvaient être extraites que par une approche symbolique et initiatique. Cette coexistence provoqua des tensions internes, mais aussi une diversité de recherches couvrant un large spectre allant de l'étude physique des ossements à celle des légendes anciennes. La coexistence de ces visions participe à la complexité du phénomène Ahnenerbe. Les finalités cachées qu'entreprenait l'organisation impliquaient souvent des manipulations politiques et psychologiques. Himmler lui-même voyait dans l'occultisme un levier pour asseoir son pouvoir, convaincre ses pairs et galvaniser un sentiment d'appartenance mystique. Il orchestrera ainsi une mise en scène où la science servait la symbolique raciale, tandis que les croyances occultes justifiaient la supériorité mythique de l'Allemagne nazie. Cette alliance pragmatique entre mythe et méthode scientifique traduisait une stratégie de domination culturelle. Sur le plan scientifique, certains apports furent néanmoins notables, même si souvent entachés par des biais idéologiques. L'institution finançait des recherches sur la génétique humaine, la médecine expérimentale et des analyses linguistiques qui aujourd'hui contribuent encore à la compréhension d'évolutions historiques. Néanmoins, la contamination idéologique pose problème quant à la validité complète de ces travaux. Le mélange de faits avérés et d'interprétations ésotériques crée une zone grise difficile à démêler pour les historiens contemporains. L'étude des croyances occultes se présentait souvent sous le prisme d'un syncrétisme religieux mêlant néopaganisme, astrologie et mysticisme antique. Ces influences traversaient divers milieux intellectuels et culturels allemands durant la première moitié du XXe siècle. Lahnenerbe s'inscrivait dans cette mouvance en tentant de codifier des connaissances ésotériques pour les intégrer dans un modèle de science nouvelle. Cet héritage est aujourd'hui perçu comme un exemple unique de cette rencontre entre rationalité et imaginaire collectif politique. Il reste essentiel de rappeler que Lahnenerbe travaillait sous l'égide d'un régime totalitaire dont la finalité principale n'était pas la quête objective du savoir, mais la consolidation du pouvoir. Les orientations scientifiques n'échappaient pas à cette grille de lecture. La place qu'occupaient l'occultisme et la pseudoscience dans ce contexte démontre combien une idéologie peut influencer la nature même des disciplines académiques. Le cas de Lahnenerbe invite donc à une réflexion critique sur les rapports entre science, politique et croyance. Cette double vocation scientifique et ésotérique stimulait par ailleurs certains débats intellectuels internes. Des membres plus sceptiques contestaient parfois ouvertement les excès mystiques, tandis que d'autres, convaincus par la puissance symbolique de l'occultisme, défendaient l'idée d'un savoir transcendant. Cette dialectique enrichit, sans pour autant résoudre, la complexité de cette structure scientifique particulière, où fusionnaient des raisonnements parfois contradictoires.
Ces débats marquent la singularité d'un moment historique placé au croisement de plusieurs traditions. En définitive, l'histoire de la Nénerbe illustre comment la science peut être instrumentalisée au sein d'un projet politique mêlant croyances ancestrales et ambitions modernes. Le recours à l'occultisme révélait une tentative de donner corps à une identité mythique tout en gardant un vernis de scientificité. Cette hybridation posa ainsi des questions fondamentales sur la frontière entre savoir légitime et fiction idéologique. Comprendre cette institution aide à saisir les mécanismes d'adhésion à des discours complexes dans des contextes historiques spécifiques. La suite de notre exploration détaillera les personnages clés qui ont façonné ces recherches, leurs motivations personnelles et les conséquences directes de leurs travaux sur le plan scientifique et politique. Ce passage à l'analyse biographique permettra d'approfondir le regard sur ce mélange singulier de science et d'occultisme qui caractérisa la Nénerbe. Restons donc attentifs aux trajectoires humaines qui permirent à cette institution unique d'exister dans un contexte aussi singulier que troublé. Les recherches archéologiques au service de l'idéologie. Les expéditions archéologiques entreprises par la Nénerbe s'inscrivaient dans un projet idéologique ambitieux. Retrouver les racines antiques et spirituelles du peuple allemand, prétendument supérieur. Fondée en 1935, cette organisation était chargée d'explorer les territoires où des objets ou des vestiges liés à l'histoire présumée de la race aryenne pouvaient être découverts. Ses membres s'appuyaient sur un mélange de disciplines, mêlant archéologie classique, anthropologie et occultisme, mais aussi sur un corpus doctrinal façonné par les doctrines raciales nazies. Les fouilles se déroulaient sur plusieurs fronts. En Europe centrale, particulièrement en Allemagne et dans les régions voisines, les archéologues opérant pour la Nénerbe exploraient systématiquement des sites censés être les témoins d'anciennes civilisations germaniques. Parmi ces fouilles, certaines ciblaient des sépultures supposées contenir les restes d'ancêtres héroïques, tandis que d'autres recherchaient des artefacts culturels capables d'imposer une continuité historique, voire mythologique, entre les peuples germaniques et les Aryens idéalisés. Ces recherches visaient à légitimer par la science l'idée d'une supériorité raciale et une prédestination historique. Par ailleurs, l'organisation s'était lancée dans des expéditions coûteuses et complexes au-delà des frontières européennes. Une des plus célèbres fut celle menée en Anatolie, dans la région de l'actuelle Turquie, à la recherche du berceau supposé des peuples indo-européens. Ces missions cherchaient à relier, à travers des découvertes matérielles, certaines civilisations antiques, connues pour leur développement culturel, à une origine aryenne revendiquée par le régime nazi. La Nénerbe espérait ainsi donner à l'expansion nazie une dimension sacrée et historique incontestable. Les méthodes employées faisaient appel à des techniques archéologiques classiques, mais aussi à des approches plus controversées. Les fouilles étaient souvent menées dans un contexte de pression idéologique forte, avec des objectifs prédéfinis, influençant la sélection des sites et l'interprétation des résultats. Les résultats obtenus étaient rarement soumis à une rigueur scientifique indépendante. Ainsi, nombre de prétendues découvertes furent vite discréditées par la communauté scientifique internationale, même si elles servaient de propagande pour le Troisième Reich. Un des personnages centraux de ces recherches fut Heinrich Himmler, qui supervisait de près les activités de la Nénerbe et entretenait un intérêt personnel pour les aspects occultes liés à l'archéologie. Son commandant scientifique, Wolfram Savers, joua un rôle clé dans l'organisation et la coordination des expéditions. Ensemble, ils promouvaient une lecture idéologique des découvertes, cherchant à démontrer que les ancêtres aryens possédaient une grande connaissance spirituelle et technologique, souvent relayée dans divers textes ésotériques. Malgré cette volonté, les expéditions archéologiques n'apportèrent jamais de preuves tangibles permettant de valider les hypothèses racialistes du régime. La plupart des résultats se limitèrent à des trouvailles mineures ou historiques détachées de tout contexte racial.
Cependant, leur diffusion dans la propagande nazie eut un impact considérable sur la population et renforça l'idée d'une mission historique grandiose pour l'Allemagne. Les fouilles s'accompagnaient également de recherches anthropologiques et physiologiques, visant à comparer des squelettes pour établir des typologies raciales. Ce recours à la pseudoscience, dans un climat empreint de suprémacisme, servait à conforter les élites du régime dans leur vision ethnocentrée. Beaucoup de ces études manquaient de rigueur et étaient orientées pour justifier des politiques raciales extrêmes, ce qui disqualifie leurs conclusions sur le plan scientifique. Si l'aspect archéologique a été le plus visible, Lahnenerbe investit aussi de manière significative dans l'étude de textes anciens, de traditions populaires et de mythologie nordique ou germanique. L'objectif était d'extraire des éléments historiques sur lesquels fonder une identité spirituelle forte, associée à l'idée d'une continuité avec des peuples anciens réputés pour leur bravoure et leur sagesse. Cette mise en récit contribua grandement à la construction idéologique nazie. En parallèle, les campagnes de fouilles faisaient appel à des dizaines de chercheurs et techniciens, souvent soumis à un régime de contrôle strict et de censure intellectuelle. Dans ce contexte, la circulation des idées et des connaissances se faisait selon des critères politiques, réduisant considérablement la liberté d'investigation. Les rares voix critiques se voyaient marginalisées ou contraintes au silence, ce qui limita considérablement le développement d'une science objective dans cette branche. Le panorama des fouilles engloba aussi des activités en Scandinavie, en Europe de l'Est et même en Afrique du Nord. Chaque région offrait un terrain propice à l'affirmation d'une théorie d'origine aryenne universelle. L'idée sous-jacente était de relier les différentes cultures rencontrées à une même origine supérieure, ce qui alimentait le discours de domination planétaire porté par le régime. En somme, malgré leurs prétentions, ces recherches furent marquées par un fort biais idéologique rendant leurs résultats peu fiables. Souvent, les découvertes étaient interprétées à l'aune d'une idéologie prédéfinie, occultant ainsi la complexité réelle des civilisations étudiées. Lahnenerbe servit donc principalement à conforter une mythologie raciale, plutôt qu'à produire une histoire scientifique rigoureuse. Cette démarche illustre la manière dont la science peut être instrumentalisée au service d'idéologies politiques, avec ses dangers et ses limites. L'héritage de ces expéditions rappelle les risques qu'engendre la confusion entre recherche objective et croyances dogmatiques. Pour comprendre pleinement cette interaction, il convient à présent d'examiner plus en détail les liens étroits entre l'occulte, la symbolique et l'idéologie au cœur de Lahnenerbe. Étude anthropologique et raciale. Bonjour. L'étude anthropologique et raciale menée par l'Institut Ahnenerbe s'inscrit dans une tentative rigoureuse de justifier scientifiquement des théories raciales en s'appuyant sur des méthodes de mesure et de classification humaine. Cette démarche cherche à établir une base empirique aux idées préconçues sur la supériorité ou l'infériorité supposée de certains groupes humains à partir de critères physiques et biologiques. Le projet ne se limite pas à une simple collection d'observations. Il entend fonder un savoir objectivé par des instruments de mesure précis, qui décomposent le corps humain en éléments quantifiables. Les anthropologues affiliés à l'organisme effectuent des relevés détaillés de dimensions telles que la longueur du crâne, l'indice céphalique, la forme du nez ou la pigmentation de la peau. Ces données sont alors transformées en classifications rigides, prétendant discerner des races distinctes selon leurs attributs physiques. L'application de ce protocole révèle un intérêt marqué pour l'anthropométrie, considérée comme une science exacte. Les chercheurs insistent sur l'importance de mesures reproduisibles et standardisées, conscients que leur validité repose sur une objectivité statistique. Ils manipulent des outils calibrés et respectent des normes précises pour garantir la comparabilité des résultats obtenus dans différentes régions. Ainsi, une carte des caractéristiques raciales est progressivement tracée
dessinant des contours qui prétendent délimiter les populations selon des critères biologiques. Toutefois, il est essentiel d'observer que le choix même des caractéristiques mesurées est orienté par des présupposés idéologiques. Certains traits sont privilégiés et investis d'une signification sociale qui dépasse la simple description physique. La race n'est pas seulement un concept biologique ici, mais un instrument politique. Elle articule un discours de hiérarchisation qui vise à justifier la domination d'un groupe sur un autre. Les données apparentes ne sont que le vecteur superficiel d'une vision plus profonde, centrée sur la légitimation d'un ordre social inégalitaire. Les travaux promus par Ahnenerbe illustrent cette réalité. Par exemple, leurs analyses insistent sur la corrélation supposée entre la forme crânienne et l'intelligence, une idée employée pour renforcer l'idée d'une hiérarchie raciale. Ces conclusions sont présentées comme scientifiques, mais reposent sur des méthodes discutables et souvent subjectives. Les interprétations éludent délibérément la complexité biologique de l'espèce humaine, souvent oubliée dans la diversité génétique et le brassage culturel. L'usage systématique des classifications raciales s'accompagne également d'une dimension historique. Les chercheurs établissent des liens avec les mythologies anciennes, tentant de retrouver des origines primordiales à travers des constructions archéologiques et symboliques. Cela confère à leurs études un aspect quasi mystique, où la science se mêle à des croyances occultes sur la supériorité supposée d'une civilisation ou d'un peuple. Cette hybridation entre savoir empirique et idéologie obscurcit la nature véritable des recherches. Par ailleurs, l'inscription de ces mesures dans une activité quasi militaire souligne une dimension utilitaire. Les résultats de ces études alimentent des programmes de sélection, d'exclusion et même d'extermination, préparant un projet de purification ethnique fondé sur une prétendue vérité scientifique. La manipulation des résultats va au-delà du laboratoire et prend un tournant politique avec des conséquences dramatiques sur des populations identifiées et stigmatisées. L'étude repose aussi sur des acteurs clés, dont Heinrich Himmler, qui, au-delà de son rôle politique, manifeste un intérêt personnel pour l'occultisme et la recherche anthropologique. Son implication directe dans la direction de l'Institut démontre la convergence entre le pouvoir politique, la science et les croyances ésotériques. Himmler voit dans ses recherches un moyen d'ancrer idéologiquement le projet nazi, donnant à la théorie raciale un vernis de légitimité et de rationalité. Un autre personnage central est Walter Wüst, linguiste et directeur d'Ahnenerbe, contributeur important aux recherches sur l'origine supposée aryenne des populations européennes. Ses travaux s'appuient sur la linguistique comparative, combinée à des données anthropologiques pour élaborer une histoire cohérente mais hautement contestée. Les méthodes de Wüst reflètent le mélange complexe de rigueur scientifique et de partialité idéologique dans la production du savoir à l'intérieur de l'Institut. L'impact de ces études sur la communauté scientifique internationale est ambivalent. Si certains contemporains dénoncent la pseudo-science de l'Ahnenerbe, d'autres chercheurs la regardent avec curiosité, voire un certain intérêt. Ce phénomène montre à quel point la frontière entre la recherche authentique et la manipulation idéologique peut être poreuse, surtout dans un contexte où la science est utilisée comme instrument politique. En conclusion, les tentatives d'établir une science raciale objective, par le biais d'observations anthropométriques et linguistiques, traduisent un effort concerté pour apporter un fondement scientifique à des idées profondément idéologiques. Cela souligne la complexité des interactions entre savoir, pouvoir et croyance dans une période troublée de l'histoire. À mesure que se dévoilent les limites et les dangers de cette démarche, l'attention se porte désormais sur les autres dimensions du projet Ahnenerbe, notamment ses incursions dans des domaines plus directement occultes et mystiques. L'exploration des mythes nordiques et germaniques. Au cours des années 20 et 30, l'étude des peuples germaniques anciens est devenue un sujet d'intérêt intense pour certaines institutions en Allemagne. Parmi elles,
L'initiative connue sous le nom d'Ahnenerbe s'est consacrée à la recherche approfondie des racines culturelles et historiques des anciens Germains. Cette organisation, créée en 1932, a réuni archéologues, linguistes et historiens, tous unis dans une démarche visant à explorer les mythes et les légendes nordiques à travers une approche méthodique, bien que teintée d'idéologie politique. Leur travail portait notamment sur la quête des origines des peuples germaniques, en mettant l'accent sur des traditions orales transmises de génération en génération et des textes anciens. Les chercheurs de l'Ahnenerbe s'intéressaient particulièrement à la richesse des sagas scandinaves et aux poèmes épiques germaniques, tels que l'Edda, qui racontent les exploits des dieux et des héros d'antan. Ces récits, datant d'époques lointaines, ont été analysés non seulement pour leur valeur littéraire, mais aussi pour ce qu'ils pouvaient révéler sur la vision du monde des anciens peuples. L'étude de ces textes était conciliée avec des recherches archéologiques sur le terrain, notamment dans les régions de Scandinavie, de Bavière et de Thuringe. Les fouilles menées visaient à mettre au jour des vestiges matériels susceptibles de corroborer les légendes et les théories sur la civilisation des Germains. Parmi les trouvailles notables figuraient des pièces d'orfèvrerie, des armes rituelles et des objets cérémoniels, souvent interprétés comme des symboles d'une spiritualité profondément enracinée. L'intégration de ces recherches dans la doctrine officielle a été un processus complexe et chargé de tensions. Si les résultats étaient représentés comme des avancées scientifiques, leur instrumentalisation politique demeurait manifeste. Les autorités de l'époque voyaient dans la glorification du passé germanique un moyen de renforcer un sentiment d'unité et de supériorité nationale. Cette vision idéalisée s'appuyait sur une lecture sélective des données historiques, où certains éléments étaient amplifiés, tandis que d'autres, parfois contradictoires, étaient délaissés. Cette posture offrait une base pseudo-scientifique à des doctrines raciales qui influençaient des décisions lourdes de conséquences pour l'Europe entière. Malgré cela, les travaux menés par l'Ahnenerbe ont eu un impact certain sur la compréhension de la culture germanique antique. Ils ont contribué à éveiller un intérêt renouvelé pour des traditions souvent méconnues en dehors des cercles spécialisés. Leurs publications, bien que contestées, ont ouvert la voie à des débats sur la manière d'aborder les mythes anciens dans une perspective historique plutôt que purement folklorique. Cette approche a inspiré des générations de chercheurs à prendre en compte la complexité des sources et à reconnaître la multiplicité des interprétations possibles. En cela, l'héritage scientifique, malgré ses contours politiques, a durablement marqué l'étude des civilisations anciennes européennes. Par ailleurs, les typologies des artefacts mis au jour ont fourni un matériau précieux pour les musées et les académies qui souhaitaient documenter les phases de développement technologique et artistique des peuples germaniques. La précision des dessins, des descriptions et des classifications réalisées dans ce cadre témoigne d'une rigueur méthodologique indéniable. Par exemple, l'analyse des motifs gravés sur certaines épées ou bijoux offrait un aperçu sur la symbolique religieuse et sociale des tribus qui les avaient fabriqués. Ces symboles, souvent interprétés de manière différente selon les experts, reflétaient un univers mental complexe, mêlant croyances canimistes et hiérarchie clanique. Le choix délibéré de se concentrer sur les mythologies nordiques et germaniques remodelait aussi les perceptions culturelles au sein de la société allemande de l'époque. Les récits héroïques et les images des dieux, tels qu'Odin ou Thor, étaient utilisés pour illustrer des qualités perçues comme essentielles. La bravoure, la sagesse, la loyauté. Ces attributs étaient valorisés dans une époque de bouleversement profond et de lutte pour l'affirmation identitaire. Dans ce contexte, l'étude des anciens mythes dépassait la simple curiosité intellectuelle pour devenir un vecteur de construction identitaire collective. Mais cette instrumentalisation posait évidemment la question de la place du scientifique face à ses propres convictions et à la pression institutionnelle.
Une autre dimension importante fut la tentative d'établir des liens entre les structures sociales anciennes et la conception moderne de la race, définie par des critères biologiques. Les recherches anthropologiques menées s'efforçaient de démontrer une continuité historique entre les lignées anciennes et le peuple allemand contemporain. Cependant, cette vision réductrice omettait la richesse des métissages et des échanges culturels qui avaient jalonné l'histoire européenne. De plus, l'accent mis sur une essence supposée unique et pure des Germains renforçait une idéologie excluante, loin des diversités réelles observables dans les sociétés humaines. En ce sens, ces travaux illustrent les dangers de la science dévoyée par des objectifs politiques. Néanmoins, sur le plan strictement académique, la collecte de données issues des fouilles archéologiques et l'étude comparative des langues anciennes ont permis d'affiner la chronologie des migrations germaniques. L'analyse des styles artistiques et des structures funéraires contribuait à mieux comprendre les dynamiques territoriales et les influences réciproques entre différentes tribus. Par exemple, la découverte de tombes riches en objets manufacturés attestait l'existence de réseaux commerciaux étendus. Ces indices matériels contredisaient parfois les récits écrits en les complétant ou en les nuançant. Cette complexité dans les sources invite à un regard critique et à une distance méthodologique dans l'interprétation des résultats. Face à ces différentes approches, il convient aussi de souligner que l'Ahnenerbe n'était pas homogène dans ses méthodes ni ses objectifs. Certains chercheurs, comme l'archéologue Wolfram Sievers, étaient plus impliqués dans l'organisation logistique et la propagande, tandis que d'autres, comme l'histoire des religions Hermann Wirth, manifestaient un intérêt sincère pour les traditions anciennes, sans nécessairement adhérer aux idées racistes ambiantes. Cette diversité, au sein d'une même institution, reflète la complexité des rapports entre science et idéologie à cette époque. Elle met en lumière les dilemmes éthiques auxquels les chercheurs étaient confrontés dans un environnement politiquement chargé. Parallèlement à l'étude des mythes et légendes, l'Ahnenerbe s'est également intéressé à des pratiques ésotériques et à des croyances occultes supposées représenter une continuité du passé. L'exploration des runes, par exemple, n'était pas limitée à un cadre philologique. Les runes étaient aperçues comme des symboles dotés de pouvoirs mystiques, capables d'influencer le destin. Ce regard mêlant science et occultisme illustre la difficulté à séparer le savoir rationnel des convictions spirituelles dans certaines branches de l'étude historique. Cette dimension mystique a contribué à diffuser des idées qui dépassaient largement le champ académique, touchant le grand public par le biais de conférences et de publications populaires. L'héritage de ces recherches reste ambigu. Si elles ont enrichi notre connaissance des peuples germaniques anciens, elles portent aussi la marque d'une instrumentalisation idéologique qui a jeté une ombre sur leur authenticité scientifique. Ce paradoxe invite à une réflexion sur la manière dont la science est influencée par le contexte social et politique dans lequel elle s'inscrit. La redécouverte des mythes nordiques, tout en offrant un matériau d'étude fascinant, nécessite une approche critique afin d'éviter de reproduire des lectures partielles ou déformées du passé. En somme, cette période est un exemple édifiant des relations complexes entre histoire, culture et pouvoir. Alors que nous poursuivrons l'examen de façon plus précise des ramifications occultistes de l'Ahnenerbe, il est important de garder à l'esprit ces équilibres fragiles entre données factuelles, interprétations symboliques et usages politiques. La prochaine étape nous conduira à analyser comment ces croyances ont interagi avec la recherche scientifique officielle et ont influencé certaines pratiques jusque dans les cercles les plus fermés du régime. Technologie et expérimentation scientifique. Au cours des années où l'Ahnenerbe développa ses projets, une vaste gamme de recherches technologiques fut entreprise dans le but de découvrir des secrets anciens censés renforcer la puissance du Troisième Reich. Cette organisation, créée pour explorer les racines culturelles et spirituelles supposées des peuples germaniques,
encouragea des programmes allant de la recherche archéologique aux tentatives plus audacieuses en sciences dites occultes. Les membres de l'Ahnenerbe croyaient que certaines technologies oubliées pouvaient être révélées grâce à une combinaison de sciences modernes et de traditions anciennes. Parmi les premiers domaines explorés, la physique et la chimie occupaient une place de choix. Des expérimentations visant à comprendre les propriétés de nouveaux alliages métalliques intéressèrent particulièrement les ingénieurs affiliés à l'organisation. Ils espéraient ainsi concevoir des matériaux plus résistants et légers pour l'armement ou l'aviation. Des laboratoires furent équipés pour tester diverses combinaisons d'éléments. Certains travaux restant confidentiels malgré l'ampleur apparente des investigations. La motivation principale était de surpasser les avancées technologiques des puissants ennemis en guerre. La recherche en biologie et en médecine fut également un axe majeur. Des expérimentations sur le comportement humain, la physiologie et même la génétique furent menées, souvent sans considérer les questions éthiques qui auraient pu se poser. Le but affiché était de créer une race soi-disant supérieure, en identifiant et en favorisant certains traits physiologiques. Les scientifiques liés à l'Ahnenerbe travaillaient parfois en collaboration avec d'autres instituts nazis pour mettre au point des méthodes de sélection ou des traitements permettant d'améliorer les performances physiques des soldats. Cette quête s'inscrivait dans une conception du corps humain comme étant malléable selon des principes dictés par des recherches strictement scientifiques. Dans le champ des sciences appliquées, les ingénieurs tentèrent de mettre au point des dispositifs expérimentaux uniques. L'hydraulique, par exemple, fut explorée pour développer des systèmes innovants de propulsion pouvant accroître la maniabilité des véhicules terrestres. De même, les travaux sur les nouveaux carburants et combustibles occupèrent une place importante dans leur laboratoire. Des essais étaient réalisés avec des composés chimiques visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des conditions extrêmes, notamment pour les machines militaires utilisées sur les fronts les plus rudes. Ces recherches démontrent la volonté de l'Ahnenerbe de s'inscrire dans la modernité industrielle, tout en poursuivant des objectifs idéologiques. L'organisation n'ignora pas non plus les domaines qualifiés d'occultes par certains observateurs extérieurs. En effet, des investigations furent menées pour étudier des phénomènes non expliqués, des reliques mystiques ou des pratiques ancestrales. Des groupes de chercheurs se penchèrent sur l'astrologie, les rites chamaniques et d'autres traditions spirituelles censées posséder un savoir réservé. Selon leurs rapports, ces domaines pourraient contenir des principes secrets susceptibles d'impacter la réalité matérielle, au moyen de techniques encore inconnues. Cette recherche s'apparentait davantage à une quête symbolique qu'à une démarche strictement empirique, ce qui introduisait une dimension complexe dans leur panel scientifique. Parmi les figures centrales des expérimentations, Wolfram Sievers fut un acteur clé. En tant que secrétaire général de l'Ahnenerbe, il supervisa de nombreux projets en conformité avec la vision d'ensemble. Sa formation scientifique, alliée à son engagement idéologique, lui permit de piloter une collaboration entre chercheurs de divers horizons. Il fut chargé de coordonner la diffusion des résultats et le financement des initiatives prometteuses, tout en veillant à respecter les directives définies par la hiérarchie nazie. Sievers incarna ce mélange d'érudition et de zèle politique caractéristique de l'organisation. Un autre personnage marquant fut Hermann Wirth, historien et archéologue dont les théories non conventionnelles influencèrent grandement l'orientation des recherches. Il prétendait pouvoir retracer une histoire secrète de la civilisation germanique fondée sur des sources occultes. Son œuvre fut prise comme base pour explorer des hypothèses dépassant le cadre académique traditionnel. Wirth participa à la rédaction de nombreux rapports mettant en évidence l'importance d'intégrer des savoirs anciens dans la science moderne, ce qui légitimait aux yeux des membres de l'Ahnenerbe un élargissement des frontières de la connaissance. L'Ahnenerbe investit également dans la recherche archéologique pour tenter d'identifier et de récupérer des artefacts supposés détenir des pouvoirs spécifiques.
Cette démarche dépassait la simple découverte scientifique, car elle visait à renforcer un imaginaire nationaliste par la valorisation d'un glorieux passé ancestral. Plusieurs expéditions furent organisées en Europe et ailleurs, chacune comportant des objectifs précis liés à la collecte d'objets ou de documents anciens. Les fouilles employant souvent des méthodes innovantes pour optimiser les chances de succès, combinant techniques modernes et interprétations ésotériques. Un aspect moins connu, mais non moins important, fut l'exploration des possibles applications technologiques des découvertes. La Nénerbe ne se contentait pas d'accumuler un savoir théorique. Lorsque des avancées étaient identifiées, elles étaient immédiatement envisagées sous l'angle d'une mise en œuvre pratique. Par exemple, certains objets anciens étudiés purent servir de modèle pour des appareillages expérimentaux destinés à renforcer les capacités de communication ou d'espionnage. Cette approche pragmatique soulignait l'ambition industrielle et militaire à l'œuvre dans ce vaste programme de recherche. Les recherches sur l'énergie eurent également leur place. La Nénerbe s'intéressa à la possibilité d'exploiter des sources alternatives, notamment en étudiant des phénomènes naturels difficiles à expliquer. Cela comprenait l'observation de propriétés électromagnétiques, de champs énergétiques ou même de phénomènes dits de conscience, pouvant influencer la matière. Ces explorations, souvent qualifiées d'extrêmes, témoignent de la volonté d'outrepasser les limites des sciences conventionnelles pour trouver des réponses à des problèmes jugés cruciaux par leurs promoteurs. De manière parallèle, des expériences sur la psychologie et le comportement humain furent menées avec rigueur scientifique, sans égard à l'éthique. L'objectif était de comprendre les mécanismes de la peur, du stress ou de la suggestion pour les utiliser à des fins de manipulation ou de contrôle. Ces études impliquaient parfois des sujets humains dans des conditions difficiles, ce qui reste aujourd'hui un aspect controversé des recherches associées à cette organisation. Malgré cela, les rapports scientifiques montrent une démarche systématique visant à collecter des données précises sur les réactions physiologiques et mentales. Dans certains cas, la Nénerbe tenta d'intégrer les données recueillies lors d'expéditions ethnographiques avec les résultats expérimentaux obtenus en laboratoire. Cette synergie entre terrain et recherche appliquée permit d'approfondir certaines hypothèses sur l'origine et la nature des phénomènes étudiés. Des équipes pluridisciplinaires œuvraient à analyser sous différents angles des objets ou des témoignages recueillis, reliant histoire, science et mythologie pour créer une image globale, certes biaisée par l'idéologie, mais fondée sur une recherche active. Au-delà des seuls résultats immédiats, ces expérimentations influencèrent aussi la formation de nombreux scientifiques de l'époque, certains poursuivant plus tard leur carrière en exploitant les savoirs acquis. Le transfert des connaissances se fit parfois vers d'autres institutions militaires ou civiles, contribuant indirectement au développement technologique de l'après-guerre. Ainsi, bien que la Nénerbe soit aujourd'hui associée à une image controversée, l'impact scientifique de ces travaux reste un sujet d'étude important pour comprendre les dimensions complexes de cette période. En résumé, la Nénerbe mena une démarche scientifique mêlée à des croyances ésotériques, où les avancées en chimie, physique, biologie ou psychologie furent explorées sans concession. Les expérimentations, souvent soigneusement documentées, reflètent une volonté de combiner savoir académique et aspiration mystique dans le cadre d'une vision idéologique ambitieuse. Cette dualité rend compte d'une période où la science fut utilisée comme un outil au service d'une idéologie totale, laissant derrière elle un héritage à la fois fascinant et troublant. Ce contexte prépare le terrain pour examiner les impacts ultérieurs de ces recherches sur le destin des individus et sur la science moderne. Ainsi, alors que nous avons vu les multiples facettes des investigations de la Nénerbe dans le domaine technologique, il devient pertinent d'explorer désormais les dimensions humaines et éthiques de ces expérimentations en analysant les expériences individuelles
et leurs répercussions au sein même de l'organisation. Les relations avec d'autres institutions nazies. Les relations entre l'Ahnenerbe et les autres institutions nazies s'inscrivent dans un réseau complexe d'interactions formelles et informelles. Cette organisation, créée sous l'impulsion de Heinrich Himmler en 1936, n'était pas un simple institut de recherche historique ou anthropologique. Elle poursuivait un double objectif scientifique et idéologique, cherchant à légitimer la suprématie raciale germanique à travers des découvertes archéologiques, anthropologiques et occultes. Dans ce contexte, l'Ahnenerbe ne pouvait fonctionner isolément. Il s'agissait d'une partie intégrante du régime national-socialiste, collaborant étroitement avec d'autres branches, notamment les SS, la police politique et les services de renseignement. La liaison avec la Schutzstaffel, ou SS, était centrale. Les forces SS, dirigées par Himmler lui-même, avaient une vision idéologique claire qui doublait leur rôle militaire et policier. L'Ahnenerbe agissait comme le bras intellectuel et scientifique de cette vision. Himmler, convaincu de l'importance d'une certaine vérité ancestrale pour forger la légitimité du Reich, se servait de cette institution pour renforcer les mythes fondateurs du national-socialisme. Ce lien structurant se matérialisait par des échanges réguliers d'informations, la participation commune à des expéditions et une collaboration idéologique intense dans le domaine de la science raciale. Par ailleurs, l'Ahnenerbe entretenait des relations répétées avec le Sicherheitsdienst, les services de renseignement de la SS dirigés par Reinhard Heydrich. La collaboration dépassait le simple partage de données ou documents. Elle visait à utiliser les recherches de l'Institut pour justifier des politiques d'exclusion et d'élimination. Les experts de l'Ahnenerbe fournissaient par exemple des rapports pseudo-scientifiques pour soutenir les campagnes anti-juives ou antisémites. Ce rôle positionnait l'organisation dans une sorte d'interface entre la recherche scientifique, certes instrumentalisée, et les décisions stratégiques du régime. En plus, l'Ahnenerbe avait des contacts avec le ministère de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels. Cette relation était moins directe mais essentielle pour diffuser les trouvailles et les mythologies idéographiques à la population. Les résultats des fouilles archéologiques, ces études sur l'histoire ancienne des Aryens et d'autres travaux, même quand ils étaient contestables sur le plan scientifique, étaient amplifiés par la machine de propagande afin de créer un récit cohérent et glorifiant. Cette coordination entre science, idéologie et communication fut une caractéristique majeure du fonctionnement nazi, et l'Ahnenerbe tint un rôle clé dans cette dynamique. Une autre institution importante était l'armée allemande, la Wehrmacht. Bien que l'Ahnenerbe ait été principalement liée aux structures SS, certains contacts avec le commandement militaire existaient, notamment dans le cadre de recherches géographiques ou archéologiques visant à mieux comprendre certains territoires, conquis ou convoités. Ces études étaient censées permettre une meilleure intégration ou exploitation des régions ainsi étudiées, en consolidant les liens entre politique, histoire et expansion territoriale. Cependant, ces interactions étaient souvent secondaires par rapport aux relations avec les CS et les services de renseignement. Les figures à la tête de l'Ahnenerbe, comme Hermann Wurth ou Richard Walter Darré, jouèrent un rôle déterminant dans ces échanges. Wirth, précurseur dans l'étude des origines aryennes, bénéficia du soutien des SS pour ses recherches, bien que ses théories aient parfois suscité des critiques. Darré, ministre de l'Agriculture et idéologue racial, fut un grand partisan de la collaboration entre l'organisation et l'appareil nazi. Leur capacité à s'insérer dans ce réseau d'institutions renforça l'emprise idéologique de l'Ahnenerbe et son rôle dans la politique raciale du régime. En parallèle, l'Ahnenerbe développa des collaborations internationales, notamment avec des chercheurs sympathisants ou liés à des groupes fascistes dans divers pays européens. Ces connexions, souvent marginales,
servèrent plus la diffusion d'une idéologie raciale que des avancées scientifiques. Ces mobilités transnationales témoignent de l'ampleur du projet nazi, visant à construire un récit historique universel basé sur des préjugés ethniques, tout en cherchant une validation scientifique pour leurs outrances. Les méthodes utilisées dans ces relations variaient. Tandis que les interactions officielles suivaient des protocoles administratifs, de nombreuses communications et collaborations étaient fondées sur des réseaux personnels et des liens de confiance entre individus, partageant des convictions idéologiques similaires. La répartition entre science et propagande, entre production de connaissances et manipulation, n'était pas toujours clairement définie, ce qui renforçait la confusion et permit à l'Ahnenerbe d'exercer une influence considérable dans plusieurs sphères. Enfin, l'importance stratégique de l'Ahnenerbe au sein du régime nazi ne peut pas être sous-estimée. Ses liens étroits avec les SS, les services de renseignement, la propagande et les structures militaires en firent un interlocuteur privilégié dans la construction intellectuelle du national-socialisme. Ces collaborations permirent de projeter une image pseudo-scientifique rigoureuse, persuadant les membres du parti et une partie de la population de la validité de leurs croyances raciales. C'est cette coordination intensive qui rend le récit de l'Ahnenerbe si fascinant, tant par sa dimension scientifique que par sa fonction idéologique. Avec ce panorama des relations entre l'Ahnenerbe et les différentes institutions nazies, on perçoit mieux les mécanismes qui permirent la diffusion et la crédibilisation de leurs recherches. Cette symbiose scientifique et politique fut une pièce maîtresse dans l'histoire noire du Troisième Reich. En explorant davantage les conséquences de ces interactions et en suivant ces pistes, nous pourrons à présent aborder un autre aspect crucial de cette organisation, celui de ses expéditions et découvertes sur le terrain. Les expéditions étrangères et leurs découvertes. Les expéditions menées par l'Ahnenerbe constituent un chapitre fascinant dans l'étude de cette organisation particulière qui mêlait science et occultisme sous le régime nazi. Dès le début des années 30, des équipes allemandes furent dépêchées en Europe et au-delà, avec pour mission de collecter des preuves et des artefacts susceptibles de confirmer certaines théories sur les origines ancestrales de la race aryenne. Ces expéditions, souvent présentées comme purement scientifiques, étaient en réalité imprégnées d'idéologie et d'objectifs politiques fortement orientés. Elles s'étendirent dans des territoires aussi divers que la Scandinavie, la Grèce, la région de l'Himalaya et même des parties de l'Afrique du Nord. Les missions en Scandinavie sont parmi les plus documentées. En Norvège et en Suède, des chercheurs affiliés à l'Ahnenerbe se concentrèrent sur les sites archéologiques et les traditions locales. Ils collectèrent des armes, des artefacts religieux et étudièrent les sagas anciennes, convaincus que ces populations gardaient des traces d'une civilisation aryenne primitive. Les expéditions analysèrent également le langage et les pratiques rituelles supposées traditionnelles. Selon les rapports officiels, ces recherches visaient à démontrer une continuité entre les anciens peuples nordiques et la race dominante qu'ils prétendaient définir. Cependant, ces conclusions restèrent très controversées dans le milieu scientifique de l'époque. En Grèce, l'Ahnenerbe envoya des équipes pour enquêter sur les ruines antiques et en particulier sur la civilisation mycénienne. L'intérêt pour la Grèce classique était motivé par l'idée que la culture européenne occidentale devait ses racines à une civilisation originelle aryenne. Les chercheurs étudièrent les sites tels que Mycène, Tirynthe et Delphes, espérant découvrir des artefacts corroborant leur thèse. Bien que les fouilles contribuèrent à un enrichissement général de la connaissance archéologique, aucun artefact ne fut trouvé qui justifiât les revendications idéologiques des nazis. Ces campagnes furent donc plus politiques qu'objectives, tentant d'imposer une lecture particulière de l'histoire. Au-delà de l'Europe, les expéditions les plus spectaculaires furent celles vers l'Himalaya. En 1941, une expédition majeure fut organisée au Tibet sous la direction de l'archéologue Ernst Schäfer. Ce dernier
appuyés par des ethnologues et des biologistes, avaient pour consigne d'explorer les zones montagneuses reculées à la recherche de vestiges attestant de migrations anciennes ou de contacts supposés entre les Aryens et les peuples tibétains. Les rapports de cette expédition mettent en avant la collecte de spécimens biologiques, ainsi que l'étude des croyances religieuses locales, notamment le bouddhisme tantrique. Lannenerbe espérait y trouver des pratiques occultes susceptibles de renforcer leur idéologie raciale et mystique. Les résultats publiés furent souvent déformés pour servir la propagande, même si sur le plan scientifique, les découvertes restèrent modestes. En Afrique du Nord, des équipes furent envoyées en particulier en Algérie et au Maroc à la recherche d'objets préhistoriques et de traces d'anciennes civilisations. Les partisans de Lannenerbe imaginaient que ces régions avaient pu être des centres d'influence aryenne avant les grandes migrations. Ils cherchèrent à identifier des traces d'une culture ancienne dotée d'une technologie avancée ou de connaissances occultes. Cette quête reflétait une volonté de garantir une origine héroïque et mystique à la race qu'ils valorisaient. Toutefois, les découvertes s'avérèrent banalement archéologiques et furent souvent interprétées avec un biais idéologique fort, déformant ainsi la réalité scientifique. Le personnel impliqué dans ces missions était souvent composé d'archéologues, d'anthropologues, de linguistes, mais aussi de représentants des SS et de spécialistes en occultisme. Parmi ces personnages, le directeur Wolfram Sievers jouait un rôle clé dans l'organisation et le financement des expéditions. Il veillait à ce que les recherches servent autant la catégorie scientifique que les objectifs idéologiques et propagandistes. D'autres figures, comme l'archéologue Hermann Wirth, apportaient des théories controversées selon lesquelles les Aryens seraient originaires d'une civilisation primordiale disparue. Ces individus façonnaient les interprétations des trouvailles en fonction de convictions préexistantes. La complémentarité du savoir académique et de la pseudoscience marqua profondément le cadre des expéditions. Les artefacts recueillis furent ensuite exposés dans des musées ou étudiés dans des laboratoires contrôlés par Lannenerbe. Certains objets, comme des crânes fossiles ou des outils en pierre, furent interprétés comme preuve d'une supériorité raciale, bien que ces analyses soient aujourd'hui reconnues comme biaisées et dépourvues de rigueur scientifique. Le travail scientifique fut souvent éclipsé par les prétentions mystiques et politiques de l'organisation, ce qui contribua à discréditer les résultats auprès d'une partie de la communauté académique mondiale. Néanmoins, toutes ces missions prouvèrent la détermination et l'ampleur de l'entreprise menée par Lannenerbe. Parmi les découvertes les plus notables figure la collecte de manuscrits anciens en Scandinavie, qui permirent une meilleure compréhension des mythologies locales, même si ces éléments ne validèrent pas la doctrine raciale. En Himalaya, des enregistrements ethnographiques restèrent précieux pour l'étude des cultures tibétaines, indépendamment des interprétations nazies. En Grèce et en Afrique du Nord, les fouilles améliorèrent les connaissances générales sur ces régions grâce à des travaux archéologiques souvent menés dans des conditions difficiles. En somme, les expéditions, bien qu'idéologiquement contaminées, apportèrent des données scientifiques et culturelles exploitables ultérieurement. Le déroulement de ces missions fut parfois marqué par des conditions climatiques extrêmes, des tensions politiques locales et la surveillance constante par des agents de sécurité nazis. Les membres des équipes durent souvent composer avec ces contraintes tout en poursuivant leurs objectifs. La rigueur scientifique fut régulièrement compromise par l'enjeu idéologique et les exigences des supérieurs hiérarchiques. Plusieurs chercheurs engagés éprouvèrent un conflit interne entre leur travail objectif et les attentes propagandistes. Ces dilemmes renforcent la complexité de l'analyse historique sur Lannenerbe. Ainsi, ces voyages à travers l'Europe et au-delà traduisent une volonté systématique de fusionner connaissances anthropologiques et idéologie raciale. La dimension occulte n'était pas un simple ornement, mais un moteur essentiel des expéditions.
Elle témoigne de la manière dont la science put être instrumentalisée à des fins politiques extrêmes. Les preuves collectées nourrirent la mythologie nazie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du régime, tentant de conférer une aura sacrée à ses prétentions historiques. Cette entreprise gigantesque laissa un héritage ambivalent, où savoir et croyance se mêlent difficilement. C'est dans cette continuité que s'inscrit le prochain volet, qui abordera plus précisément les méthodes de recherche appliquées sur le terrain et leurs implications pour la connaissance historique et scientifique, ainsi que la manière dont ces expériences influencèrent d'autres domaines du savoir sous le Troisième Reich. Ces réflexions permettront de mieux comprendre l'impact profond de ces expéditions sur la science et l'idéologie du XXe siècle. Fin de l'Ahnenerbe et postérité historique. À mesure que la guerre mondiale touchait à sa fin, l'organisation connue sous le nom d'Ahnenerbe se trouvait face à une réalité implacable. Cette institution, fondée au sein du Troisième Reich avec l'ambition de mêler science et idéologie, avait vu son destin se sceller lors des derniers mois de l'année 1945. Les forces alliées avançaient, et avec leur progression, la culture, la politique et les mystères occultes promus par l'Ahnenerbe étaient sur le point d'être dévoilés dans toute leur complexité. Leur dissolution ne fut pas simplement administrative, elle marqua aussi une fracture historique profonde, conséquence directe de l'effondrement du régime nazi. Dès lors, plusieurs figures associées à cette organisation furent interrogées, tandis que nombre de documents étaient saisis afin d'être scrutés par des historiens et experts, cherchant à comprendre les réelles motivations sous-jacentes à cette union, singulière de science et d'occulte. Au centre de ce dénouement se trouvait Wolfram Sievers, secrétaire général de l'Ahnenerbe, qui devint l'un des symboles les plus marquants de cette fin. Accusé de crimes de guerre en raison des expériences menées sous l'égide de l'organisation, il fut présenté devant le tribunal de Nuremberg. Les témoignages recueillis permirent d'exposer une réalité troublante où la science se trouvait compromise par la recherche d'un prétendu héritage ancestral et des croyances mystiques. Sievers assuma son rôle en tant que facilitateur des activités les plus controversées, sans toutefois pouvoir justifier les méthodes employées. Sa condamnation, ainsi que celle d'autres membres clés, illustra le rejet ferme du monde libre face à cet amalgame entre savoir et fanatisme. Le procès donna lieu à une documentation riche, aujourd'hui encore exploitée par les chercheurs, pour analyser la nature et l'impact des travaux menés sous le nom de l'Ahnenerbe. Au-delà des personnes, l'héritage matériel fut également au cœur des critiques et de la réévaluation. Plus de 100 000 documents furent confisqués, comprenant des rapports scientifiques, des notes sur les expéditions mythiques, des récits d'observations ethnographiques, ainsi que des études pseudo-archéologiques. L'examen minutieux de ces archives révéla une ambivalence saisissante. Si certains ateliers et recherches correspondaient à des protocoles rigoureux, d'autres s'appuyaient sur des présupposés idéologiques dénués de fondements scientifiques solides. Cette dualité alimenta le débat parmi les historiens contemporains qui s'interrogent sur la frontière entre la quête légitime de connaissances et l'instrumentalisation politique des sciences. La fin de l'Ahnenerbe ne fut donc pas uniquement l'effondrement d'une organisation, mais aussi le point de départ d'une réflexion critique sur le rapport entre science et pouvoir. Durant les années suivant la guerre, plusieurs études universitaires commencèrent à se pencher sur les implications profondes de l'existence de l'Ahnenerbe. Le caractère hybride de cette institution, mêlant recherche archéologique, anthropologique et ésotérique, souleva des questionnements sur la manière dont l'idéologie nazie s'était infiltrée dans ces disciplines. Nombre de chercheurs soulignèrent la nécessité de séparer la véritable innovation scientifique de la propagande, afin de rétablir la rigueur intellectuelle dans ces champs d'études. Par ailleurs, le rôle des savants membres de l'Ahnenerbe fut revu à la lumière des pressions politiques, ce qui conduisit à une analyse nuancée
de leurs responsabilités. Cette période post-guerre marque ainsi une étape cruciale dans la réhabilitation des sciences concernées, tout en conservant la mémoire critique des usages abusifs du savoir. L'influence de la Nénerbe ne s'arrêta pas complètement au terme du conflit, car certaines idées et mythes liés à ses recherches continuèrent de nourrir l'imaginaire collectif. Plusieurs ouvrages d'après-guerre examinèrent ces survivances occultistes, parfois même dans des cercles intellectuels alternatifs, où le mysticisme et l'histoire s'entremêlaient encore. Cette postérité complexe fut étudiée par des sociologues et historiens, qui mirent en lumière l'ambiguïté persistante entre fascination pour l'ancien et rejet des idéologies extrémistes. La victime de cette ambivalence demeure la vérité historique, souvent compromise par des récupérations ou des interprétations biaisées. Il revient ainsi aux spécialistes contemporains d'éclairer ces zones d'ombre afin de permettre une compréhension plus claire du passé, dépouillée des excès narratifs ou des faux-semblants. Parmi les premiers à restituer un bilan critique de la Nénerbe, l'historien allemand Hans Roth fut décisif. Ses travaux publiés dans les années 70 mirent en perspective les dangers de la fusion entre idéologie totalitaire et discipline savante. Roth démontra comment l'usage politique shapea les choix de recherche, conduisant à des dérives graves sur les plans éthiques et scientifiques. Il insista aussi sur la nécessité d'une vigilance permanente face aux tentations d'instrumentalisation du savoir, de manière à en protéger l'intégrité. Les analyses de Roth furent accompagnées par celles de chercheurs internationaux, contribuant ainsi à un effort collectif de déconstruction des récits construits par le Troisième Reich, dont la Nénerbe constituait une composante centrale. Cette dynamique de réévaluation scientifique et historique continue de nourrir les réflexions modernes sur la nature des sciences humaines et sociales. Dans ce contexte, les archives de la Nénerbe demeurent aujourd'hui une source précieuse pour les historiens, même si leur exploitation implique une lecture critique et rigoureuse. La complexité de cette documentation, mêlant authenticité et falsification, impose des méthodologies interdisciplinaires combinant histoire, anthropologie, archéologie et études sur l'extrême droite. Ces recherches démontrent que la connaissance est souvent entremêlée avec les rapports de pouvoir et qu'il est essentiel de naviguer avec prudence dans ces zones sensibles. Au-delà de leur usage dans la simple relecture historique, ces archives offrent également un regard poignant sur les mécanismes de manipulation et de construction identitaire dans des contextes autoritaires. Leur étude met ainsi en lumière les enjeux moraux et méthodologiques auxquels les sciences font face dans des périodes troublées. L'entourage scientifique de Heinrich Himmler, principal instigateur de la Nénerbe, fut également scruté avec attention. Plusieurs savants furent contraints d'adapter leurs travaux afin de correspondre aux attentes idéologiques, perdant ainsi partiellement leur autonomie intellectuelle. Cette situation illustre la tentation qu'a exercé le pouvoir politique sur le savoir, parfois jusqu'à la compromission morale. Pourtant, certaines figures tentèrent de préserver un certain degré d'objectivité, démontrant ainsi la complexité des trajectoires individuelles au sein de l'organisation. Leurs récits, extraits des archives et des témoignages participent à une compréhension fine de la coexistence entre engagement, contrainte et collaboration. Ces histoires personnelles apportent une dimension humaine au récit complexe de la Nénerbe, offrant un contrepoint aux grandes constructions idéologiques qui l'ont fondée. Alors que l'occupation alliée renforçait la dénazification, la disparition de la Nénerbe symbolisait également un rejet clair des croyances occultes revendiquées par les nazis. Les autorités mirent en place des restrictions strictes visant à empêcher la résurgence de mouvements similaires. Cela se traduisit par le démantèlement physique des institutions et par une surveillance étroite des milieux intellectuels susceptibles d'abriter des idées extrémistes. Ces mesures, quoique jugées nécessaires à l'époque, engendrèrent également des débats sur la liberté académique. Le cas de la Nénerbe
posaient ainsi des questions épineuses sur la manière de concilier sécurité et ouverture dans la construction d'un savoir critique et autonome. Ces tensions restent encore d'actualité dans certains débats contemporains sur la gestion des académies et des recherches sensibles. Au terme de cette période tumultueuse, le regard porté sur la Nénerbe invite à une réflexion plus large sur les rapports entre science, idéologie et morale. L'analyse historique souligne que l'organisation fut le produit d'un contexte particulier où des ambitions politiques tentèrent d'imposer une vision unifiée et dogmatique du savoir. Cette expérience tragique rappelle la nécessité pour la communauté scientifique de rester vigilante face à toute tentative d'appropriation ou de dévoiement. La mémoire critique autour de la Nénerbe se construit donc comme un espace de mise en garde, où s'entrelacent récits, leçons et responsabilités. Elle participe à une conscience collective visant à préserver l'intégrité des disciplines et la dignité des savoirs, indispensable à toute société démocratique. Peu à peu, cette remise en question se traduisit aussi par une reconnaissance de la nécessité d'une histoire des sciences attentive aux facteurs idéologiques et sociaux. Les travaux postérieurs accentuèrent l'étude des conditions de production du savoir, leur inscription dans des cadres politiques et culturels précis. Cette approche renouvelée enrichit la compréhension du passé scientifique, allant au-delà d'une simple chronologie pour dévoiler les tensions sous-jacentes. L'héritage complexe de la Nénerbe en fit un cas d'étude emblématique, illustrant les risques encourus lorsque la science perd son autonomie. Cette évolution de la pensée historiographique contribue à prévenir les dérives futures, tout en honorant les chercheurs qui tentèrent de défendre une démarche rigoureuse en des temps difficiles. Enfin, cette période constitue aussi un avertissement à l'égard des formes modernes d'idéologie extrémiste qui pourraient à nouveau instrumentaliser la science à des fins indépendantes. En analysant minutieusement la dissolution de la Nénerbe et ses conséquences, les historiens éclairent les dynamiques qui peuvent conduire à la manipulation du savoir. La leçon fondamentale reste que toute science sans éthique peut devenir un instrument de destruction ou d'oppression. C'est dans cet esprit que le récit de cette dissolution invite les auditeurs à réfléchir sur leur propre rapport à la connaissance, à la vérité et à la responsabilité collective. Ainsi s'amorce la transition vers une compréhension plus globale et nuancée des héritages complexes laissés par cette organisation controversée. Recherche moderne et interprétation contemporaine. Les recherches modernes sur la Nénerbe suscitent un intérêt renouvelé dans le monde académique. Cette organisation, fondée dans l'Allemagne nazie, a longtemps été examinée sous des angles divergents, mêlant science, idéologie et occultisme. Aujourd'hui, les historiens s'efforcent de démêler les faits des récits souvent mythifiés qui ont entouré ces activités. Les études contemporaines s'appuient sur une documentation rigoureuse issue des archives déclassifiées depuis plusieurs décennies. Ces sources permettent de mieux comprendre le rôle complexe que la Nénerbe a joué dans la construction de la mythologie nazie de la supériorité aryenne. Les chercheurs mettent en lumière la diversité des disciplines abordées. Ethnologie, archéologie, linguistique, mais aussi des tentatives plus controversées liées à l'ésotérisme. Un large consensus existe sur le fait que la Nénerbe était autant un instrument politique qu'une institution scientifique. Sous la direction d'Himmler, elle devait légitimer les prétentions raciales du régime par des preuves scientifiques, même si celles-ci étaient souvent biaisées ou fabriquées. Plusieurs historiens soulignent que les recherches occultes menées au sein de la Nénerbe n'étaient pas uniformes, mais fragmentées, combinant plusieurs courants mystiques et scientistes. Certains spécialistes, comme le professeur Klaus Schreiber, mettent en garde contre une lecture trop manichéenne des activités de la Nénerbe. Ils rappellent que malgré les intentions idéologiques, des travaux sérieux ont été réalisés sur les cultures germaniques anciennes. Néanmoins, ces travaux restent aujourd'hui imprégnés de la vision raciale du Troisième Reich, ce qui complique leur réévaluation objective.
Par ailleurs, d'autres chercheurs, à l'instar de l'historienne Marianne Vogel, insistent sur les nombreuses failles méthodologiques présentes dans les études conduites par l'Ahnenerbe. Le recours à des témoignages non vérifiés, l'emploi de techniques archéologiques précaires et une forte orientation idéologique ont souvent biaisé les conclusions. Ces critiques contribuent à nuancer la prétendue scientificité des recherches. Des débats historiographiques animent aussi la question des liens entre occultisme et nazisme. Certains chercheurs exposent que l'Ahnenerbe s'est aventurée dans des domaines occultes pour renforcer un récit mystique justifiant l'expansion de la race allemande. Toutefois, cette interprétation rencontre une opposition de la part d'historiens qui analysent ces pratiques comme marginales et moins structurantes qu'on le croit communément. Le professeur Yves Delacroix remarque que le mythe moderne de l'Ahnenerbe s'est parfois enrichi d'interprétations littéraires et cinématographiques peu fidèles à la réalité historique. Les représentations populaires accentuent le caractère mystérieux et occulte, alors que la majorité des activités de l'Ahnenerbe reposaient sur un appareil bureaucratique ordinaire, dirigé par des scientifiques formés. Dans ce cadre, les approches critiques actuelles insistent sur une contextualisation rigoureuse. Comprendre l'Ahnenerbe nécessite de replacer ses actions dans le contexte politique, social et historique des années 30 et 40. Cette nuance aide à saisir comment la science peut être détournée à des fins idéologiques, une leçon toujours pertinente dans l'étude des relations entre pouvoir et savoir. Certaines universités allemandes et internationales ont récemment promu des projets interdisciplinaires réunissant historiens, anthropologues et sociologues afin d'approfondir la compréhension des mécanismes à l'œuvre dans des organisations comme l'Ahnenerbe. Ces programmes soulignent l'importance d'une analyse critique sans complaisance ni exagération. Les débats portent également sur la manière d'aborder la mémoire de l'Ahnenerbe dans l'enseignement et la recherche. Certains plaident pour une reconnaissance plus large des victimes des politiques nazies associées à cette institution, alors que d'autres insistent sur la séparation nécessaire entre sciences politiques et recherches historiques afin d'éviter toute instrumentalisation. En résumé, la recherche moderne sur l'Ahnenerbe oscille entre remise en question des sources, examen rigoureux des faits et exploration des mythes qui ont façonné son image. Cette démarche vise à offrir une compréhension nuancée qui évite à la fois la glorification et la condamnation simpliste. Elle ouvre la voie à un regard critique sur l'utilisation de la science au service d'idéologies extrêmes. Le travail de déconstruction des récits historiques liés à l'Ahnenerbe révèle aussi les dangers des manipulations intellectuelles. Les chercheurs s'accordent pour montrer que, derrière l'apparente rigueur scientifique, se cache une instrumentalisation systématique des savoirs. Cela invite à une vigilance constante quant à la place de la recherche dans les sociétés humaines. Dans cette perspective, les études dont on trouve les résultats aujourd'hui sont essentielles pour comprendre comment une organisation comme l'Ahnenerbe a pu influencer la pensée et la politique de son temps. Elles renseignent sur l'articulation entre croyances occultes, pseudosciences et politique radicale. Les historiens poursuivent l'analyse des documents originaux, qui permettent d'affiner la chronologie des événements et les motivations des protagonistes clés. Des archives récemment découvertes apportent des éclairages nouveaux sur les pratiques internes et l'ampleur des projets menés par cette organisation du régime nazi. Enfin, ces recherches modernes contribuent à éclairer un aspect souvent méconnu de l'histoire scientifique durant la période du Troisième Reich. Elles montrent aussi comment la science est un terrain d'affrontement idéologique parmi d'autres, particulièrement dans des contextes de régimes autoritaires. Dans la continuité de cette étude des recherches actuelles, il est essentiel de s'intéresser plus en détail aux figures centrales qui ont façonné l'Ahnenerbe, ainsi qu'aux situations où le mélange entre science et occultisme est devenu particulièrement visible.
Ces portraits nous permettront de mieux comprendre les tensions internes et les contradictions de cette institution. Conclusion et réflexion finale sur science et idéologie. La relation entre la science, l'occulte et le pouvoir idéologique pendant la période nazie témoigne d'une complexité qui dépasse de loin une simple opposition entre rationalité et superstition. L'organisation appelée Ahnenerbe incarne parfaitement cette ambivalence où des chercheurs, parfois brillants, ont mêlé leur savoir scientifique à des croyances ésotériques dans le but d'appuyer une vision politique radicale et raciale. Cet épisode historique illustre comment la quête du savoir peut être utilisée pour des objectifs idéologiques qui transcendent la neutralité scientifique. L'Ahnenerbe fut créée officiellement en 1935 sous l'initiative d'Himmler, qui rêvait d'étayer les prétentions aryennes par des preuves aussi bien historiques qu'anthropologiques. Cette institution finança des expéditions et des recherches dans des domaines variés, allant de la paléontologie à l'archéologie en passant par l'étude des traditions ésotériques. Pourtant, ce mélange d'arguments vérifiables et d'interprétations douteuses ne fut jamais purement scientifique. Il s'agissait souvent de tordre les données pour les insérer dans un récit préexistant qui servait la propagande. Le concept de recherche mené sous influence idéologique a conduit à la confusion entre faits avérés et mythes volontiers amplifiés. Par exemple, la recherche d'anciens artefacts prétendument liés à la supériorité raciale a souvent reposé sur des témoignages insuffisamment vérifiés, mais politiquement commodes. Ce glissement révèle une tension entre le désir de légitimer l'idéologie et la rigueur scientifique. Ainsi, l'Ahnenerbe démontre que le pouvoir peut détourner la science pour fabriquer une histoire adaptée à ses intérêts stratégiques. Les figures clés de cette institution, telles que Wolfram Sievers et Heinrich Himmler, incarnaient cette synthèse entre érudition et fanatisme. Himmler, en particulier, aspirait à un lien mystique entre la lignée aryenne et des éléments historiques et occultes censés fonder une identité nationale supérieure. Ces directives incitaient à soutenir les théories qui renforçaient cette idée, même au détriment de la méthode scientifique traditionnelle. Ces hommes s'inscrivaient donc dans un projet politique global, où la recherche n'était qu'un instrument de persuasion et de contrôle. Il est essentiel de comprendre que cette instrumentalisation ne fut pas isolée, mais reflète une dynamique plus large où les régimes autoritaires cherchent à maîtriser la production du savoir. En s'appuyant sur des éléments plus ou moins fondés, ils construisent des récits qui légitiment leur pouvoir tout en rejetant les contre-discours. Le cas de l'Ahnenerbe n'est qu'un exemple parmi d'autres où la science perd son indépendance pour devenir un outil idéologique, renforçant des croyances qui peuvent mener à des dérives graves. L'ambiguïté de l'Ahnenerbe réside ainsi dans sa posture scientifique apparente qui cache une démarche fondamentalement biaisée. Il ne s'agit pas simplement d'un échec de la science, mais d'une exploitation délibérée de ses méthodes pour légitimer un modèle politique. Cette histoire invite donc à la vigilance quant au rapport entre savoir et pouvoir, soulignant que la neutralité scientifique ne va pas de soi et doit être constamment défendue contre des récupérations politiques. Comprendre cette période historique requiert aussi de reconnaître le poids des croyances occultes qui ont imprégné certains cercles au sein du régime nazi. L'occulte, loin d'être un simple folklore, y était perçu comme un moyen d'accéder à une connaissance supérieure, susceptible d'étayer les ambitions expansionnistes et raciales. Cette dimension ésotérique souligne que la quête de sens peut parfois dériver vers des zones moins rationnelles, mais non moins influentes dans le monde des idées. De plus, la méthode scientifique elle-même utilisée par l'Ahnenerbe n'était pas homogène, entre démarches rigoureuses et spéculations hasardeuses. Certaines équipes de chercheurs accomplirent des travaux sérieux et reconnus, tandis que d'autres s'engagèrent dans des hypothèses fantaisistes ou dans des manipulations évidentes des faits. Cette coexistence illustre la difficulté à séparer clairement le vrai du faux,
dans un contexte où le politique impose ses priorités sur la recherche. Il est remarquable de constater qu'après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs matériels et analyses issus de ces recherches ont continué à être exploités ou contestés, témoignant de l'ambiguïté persistante du corpus produit par l'ANNERB. Le legs intellectuel de cette période soulève encore aujourd'hui des questions éthiques et méthodologiques sur la frontière entre science et idéologie, mais aussi sur les responsabilités des scientifiques face au contexte de leurs recherches. En revisitant cette histoire sans émotion excessive, il apparaît que la science, lorsqu'elle est infiltrée par des idéologies totalitaires, peut perdre sa capacité critique et alimenter des politiques destructrices. Pourtant, ce constat ne doit pas jeter le discrédit sur la démarche scientifique elle-même, mais plutôt sur le contexte et les intentions qui en biaisent l'application. Ce phénomène trouve des accents profonds dans la manière dont le savoir est mobilisé pour façonner des récits collectifs. Par ailleurs, le cas de l'ANNERB montre aussi que le recours à l'occulte n'était pas uniquement une tentative de justification politique, mais révélait une véritable quête existentielle. Les membres de cette organisation cherchaient à reconnecter l'histoire et la nature avec une dimension spirituelle inaccessible par la science conventionnelle. Cette double exigence cognitive et mystique structura leurs recherches, plongeant leur entreprise dans une zone grise entre le rationnel et le symbolique. Il est pertinent de considérer cette histoire à la lumière des enjeux contemporains, où la manipulation des faits et la remise en cause de la vérité scientifique restent des préoccupations majeures. La tentation de réinterpréter ou d'instrumentaliser la science à des fins idéologiques demeure une menace, que ce soit dans le domaine politique, social ou culturel. La vigilance intellectuelle et la rigueur méthodologique sont donc des garde-fous indispensables pour préserver une recherche honnête. En conclusion, l'épisode de l'ANNERB invite à une réflexion profonde sur les rapports entre science, occultisme et idéologie. Il révèle les dangers inhérents au mélange de ces domaines, tout comme la capacité de la science à être utilisée de manière ambivalente. Sans dramatisation excessive, il est possible d'en tirer des enseignements durables sur la nécessité d'une éthique forte dans les sciences, ainsi que sur l'importance de séparer clairement les connaissances établies des croyances non démontrables. Les liens ambigus entre ces différentes sphères montrent que le savoir est toujours inscrit dans un contexte historique et politique, parfois chargé de passions et d'idéaux, mais aussi de dérives et d'erreurs. Reconnaître cette complexité permet d'aborder l'histoire de la science sous un angle plus réaliste et nuancé, loin des caricatures simplistes. C'est cette approche mesurée qui enrichit notre compréhension du passé et éclaire notre rapport au savoir aujourd'hui. Enfin, le chemin parcouru à travers ce récit mène naturellement à envisager comment, au-delà du contexte nazi, d'autres régimes ou mouvements ont alterné entre recherche scientifique et mythologie politique, renforçant ainsi l'importance d'une pensée critique permanente. C'est dans cette perspective que la suite de notre exploration abordera les mécanismes par lesquels les idéologies contemporaines manipulent parfois la science, incitant à rester attentif aux mises en garde historiques.